Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 4e épisode de Cold Facts à Bratislava, un épisode un petit peu spécial puisqu'on a un invité de marque en la personne de Marc-André Berset de la RTS qui nous avait déjà fait l'amitié de venir et d'être un petit peu le parrain de Cold Facts l'année passée à Copenhague. Avec lui, on va faire le bilan de l'équipe de Suisse, 4 matchs, 4 victoires, tout se passe bien. Alors, est-ce qu'il y a des satisfactions? Quelles sont ces satisfactions? Et puis, est-ce qu'il y a des déceptions? Lesquelles pourraient être? On vous dit tout et puis on finit par nos pronostics pour la suite de ce tournoi. Salut Greg. Salut Jean-Fred, on a un petit invité spécial là aujourd'hui, un miraculé, l'homme qui a survécu à l'accident de rollbas avant le match contre la Norvège. Salut Marco. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Marc-André Berset, notre parrain, premier invité l'année dernière à Copenhague et nous fait le plaisir d'être à nouveau à notre micro. Pour décrypter un petit peu ces 4 premiers matchs de l'équipe de Suisse, ça s'est plutôt bien passé. 4 victoires, 12 points, 22 de goal average, donc plus 18. Il y a finalement que Leonardo Giannoni qui ramasse des goals dans cette équipe. Marco, qu'est-ce que toi, t'es depuis en bas au niveau de la glace, tu fais les interviews mais tu regardes aussi les matchs, qu'est-ce que t'as pensé de cette équipe? Il me semble qu'il y a quelques années, quand on faisait le bilan contre les petits, on se posait la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Aujourd'hui, après 4 matchs, cette question ne se pose plus du tout. On cherche même les points négatifs de cette équipe de Suisse. Elle a été brillante, simplement. Elle a assumé ses ambitions. Depuis le début, nous, on arrivait mercredi avec la RTS sur place. Les joueurs, ils nous ont délivré un discours. On a confiance en nous. L'expérience de l'année passée, elle nous a servi. On sait dont on est capable. Et puis, on se pose toujours la question au début. Est-ce qu'ils vont passer de la parole aux actes? Oui, véritablement. Moi, je trouve qu'ils ont été constants, même s'il y a eu quelques temps faibles, mais ils ont été constants. Ils n'ont jamais paniqué. On a eu toujours l'impression qu'ils allaient gagner le match. Pendant le match, on s'est jamais dit mais est-ce qu'ils vont perdre? Est-ce qu'il y a un danger? Non, c'est pas le cas. Pour moi, il y a que des signes positifs. Ou presque. Il y aura des bémols, on en parlera peut-être après, mais des légers bémols. Mais dans l'ensemble, non, mission accomplie. Puis toi, Greg, moi, je suis complètement d'accord. Tu dis, on a l'impression qu'elle allait jamais perdre cette équipe. C'est l'exemple parfait, c'était la Lettonie. T'es à 1-1 à la 55e minute. Et même là, à aucun moment, on se dit vraiment, ça va être compliqué. Et je me rappelle, on a parlé après 2 tiers-temps, toi et moi, Marco et moi, contre la Norvège. Il y a 2-0 à ce moment-là, puis tu me dis, c'est bon, ça va passer, non? Puis à ce moment-là, moi, je me dis, mais ça va être assez facile. Puis je me suis remis à ma place, je me dis, en fait, il y a que 2-0. Mais on est à ce point confiant. Elle dégage vraiment ça. Je suis d'accord avec toi quand tu parles avec les joueurs. Un Tristan Chervet, notamment, durant tout le mondial, il a dit, on est attendu. On sait que tout le monde au pays veut voir du hockey. On a généré quelque chose l'année dernière, mais on est prêt à assumer ça. Et ça, c'est assez impressionnant, je trouve. Et Praplan, il m'a répondu à une interview, lui qui n'était pas là l'année passée au championnat du monde. Je lui ai demandé qu'est-ce qui a changé depuis 2017 Paris. Et puis il disait j'ai rejoint un groupe maintenant qui sait et qui croit vraiment en lui. Et c'est vrai que c'est toute la différence. À Paris, la Suisse était là pour faire ses armes, arriver en quart de finale. Il y a eu l'expérience de l'année passée et l'alchimie, l'interaction entre chacun, puis la volonté d'aller chercher quelque chose, elle a manifestement augmenté. Ouais, puis ils sont jamais contents. Ils peuvent gagner ces 4 matchs, mais puis il y a le côté un peu. Quand ils le disent, ils vont souvent nous dire on n'est pas satisfait de nous et tout, mais on le sent que c'est vrai. Enfin, et ils le répètent à chaque fois. Il y a jamais d'euphorie. Ces 4 matchs, ils se sont pas dit c'est bon, on est arrivé. On sent qu'ils voient plus loin. Maintenant, c'est quand même 4 équipes que tu es censé battre. Puis tu sais que tu vas arriver contre la Suède, la Russie et la République tchèque, puis tout ce qu'on vient de dire là, on va pas le mettre au feu, mais ça peut quand même vachement changer la donne parce que tu arrives contre des équipes qui sont autrement plus fortes et puis qui vont capitaliser les erreurs qu'ils ont pu faire en zone défensive qui ont pas coûté de but parce que les gardiens ont bien joué. Tu te dis que contre Kucherov, Gusev ou bien les Suédois ou bien un Kubalik, ça peut peut-être pas passer. C'est toujours plus facile de repousser son adversaire sur l'extérieur parce que c'est ça qu'elle fait terriblement bien cette équipe de Suisse pour le moment, c'est de verrouiller le slot en fait. Il y a peu de place pour les attaquants adverses, ils sont tout le temps à devoir gratter dans les bandes et forcément quand t'es contre la bande t'es un poil moins dangereux que dans le slot. Voilà, quand tu disais des joueurs qui vont plus facilement attaquer le net, qui vont avoir plus de facilité à mettre en danger le gardien, Ovechkin ou des joueurs comme ça aussi pour dimanche soir.
ça va pas être la même chose. Puis là, ça va être un vrai test. On verra exactement ce qu'elle a dans le ventre, cette équipe. Mais en tout cas, elle s'est mise dans des conditions pour faire des exploits, je ne sais pas, mais pour embêter d'autres équipes sans avoir la pression. 4 matchs, 12 points. Si tout se passe bien, les quarts de finale, c'est assez bon. C'est pas envers au télétexte, on va dire, on n'y est pas encore. Mais quand même, elle a posé les bases pour la suite du tournoi maintenant. Parce que le box-play, par exemple, qu'on a pu voir excellent jusqu'à présent, hein, je crois qu'ils ont pris un seul but, c'était le but contre les Lettons. Exactement. Après avoir pris ce but, je les ai trouvés vraiment montés en puissance sur ce plan-là. Mais bon, t'as pas joué contre un powerplay de l'équipe de Russie, quoi. Est-ce que la Suisse a eu un match aujourd'hui assez difficile pour qu'on puisse vraiment mais la Lettonie, juger. La Lettonie, tu disais avant. Peut-être, on se rend peut-être pas compte parce qu'elle dégage la facilité, mais il faut souvent, on dit dans un tournoi quand même, un match qui vous pousse un peu dans les derniers tranchements. Il y en a pas eu là en ce moment. Alors c'est clair, ils ont jamais tiré de l'arrière. Alors c'est grâce à elle aussi. Est-ce qu'elle a tué les matchs suffisamment tôt comme elle aurait dû le faire? Là, on cherche des bémols. Hein. Ouais. Parce que face à samedi soir, face à la Suède ou face à la Russie, elle pourra pas louper les occasions qu'elle a loupées lors de certains premiers tiers. Hier, après 20 minutes, le match il doit être réglé. Tout à fait. Et ça n'a pas été le cas. Au contraire, d'ailleurs, ils sont pas passés loin de laisser la Norvège revenir dans le match. La fin du premier tiers, c'est assez compliqué. Les 10 dernières minutes du premier tiers, c'est pas à l'avantage de la Suisse, loin s'en faut. Mais après, t'as Ishii qui est là, qui marque le but à la 21e et puis qui met tout le monde tranquille. Et 34 secondes après, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant, finalement, d'être capable d'avoir ce genre de joueur-là. Ça, c'est nouveau pour l'équipe de Suisse aussi, de pouvoir compter sur un Nico Ishii devant qui peut, à tout moment, débloquer la situation par un but, mais aussi par la passe qu'il faut, par le jeu qu'il faut, par sa présence. L'année passée, il y avait Niederreiter et Meyer qui sont arrivés en cours de tournoi. Mais là, dès le début, t'as des joueurs comme ça. Ishii, c'est 7 points déjà. Et on n'a pas l'habitude d'avoir des Suisses qui sont autant dominants en termes de points, je trouve, sur 4 matchs, 7 points. Il pourrait être russe, quoi, avec un total pareil. Vous trouvez qu'ils souffrent physiquement, les joueurs suisses? Parce qu'hier, par exemple, les Norvégiens, ont mis quand même en place le débat sur le plan physique, hein, pour essayer de les déranger. Ishii, par exemple, lorsqu'il marque, moi, je suis entre les deux bancs. Il passe devant le banc norvégien et il toise tout le monde du regard parce qu'il a pris tellement de coups pour leur dire c'est moi le patron, vous avez compris, vous avez beau me frapper, je marque quand même. Moi, je trouve que elle a le plus petit gabarit, on se disait, il a pris des patineurs, surtout des joueurs rapides, et finalement, elle est pas si dominée que ça physiquement, et elle répond pas quand elle prend des coups. Ouais, c'est vrai. Il y a eu peut-être deux fois où les Suisses ont pris des pénalités pour justement avoir répondu ou donné le mauvais coup. Je pense notamment à celle de Diaz. Oui. Où là, il craque. Enfin, il met un coup de canne dans les mollets de son adversaire. C'était contre la Lettonie. Oui. Ouais. Mais je pense que c'est une des rares fois où il y a eu Weber aussi. Mais à part ces deux cas-là, l'équipe du Suisse est tout le temps en contrôle. Et je pense que ça va aussi avec la confiance de l'année dernière. Tu sais, tu connais ta valeur. Tu sais ce dont tu es capable. Donc après, sur la glace, il y a moins besoin de devoir en imposer ou, non, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils le font, ils ont leur plan de match, ils le suivent pour l'instant à merveille. Donc, et puis physiquement, non, même un Lino Marchini qui fait 1m68, il est là, il met ses charges, il bosse défensivement. Tout le monde est là. Et puis, quand tu vois Marchini sur la glace, moi, je suis vraiment surpris en bien. Parce qu'on parlait de lui en trop léger pour le niveau international, il viendra jamais, parce qu'on se rappelait de Moscou la dernière fois où il était venu, où ça s'était pas très bien passé pour lui. Mais non, il a les épaules, et puis après on peut aussi prendre un Kourachev qui est une vraie bonne surprise du début du tournoi. On voit sur certaines actions, il est encore un petit peu inexpérimenté. Là, il se fait charger à la bande contre un Norvégien, il se protège pas. Et ça, c'est bon, maintenant il l'a pris une fois, ça va plus lui arriver. Mais lui, il fait déjà 1m83, 87 kilos. Donc même un des gamins de l'équipe est déjà prêt à jouer à ce niveau-là. Il joue en Amérique du Nord, il a quand même l'habitude de prendre des contacts. Des contacts. Et moi, je pense qu'elle souffre pas à ce niveau-là. Non, puis elle a cette vitesse. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi un parti pris de Fischer de dire, je sais qu'ils vont répondre physiquement, il n'y a pas de problème, mais ils seront peut-être pas les plus gros, mais ils vont pouvoir absorber les chocs. Par contre, eux, ils vont aller chercher des pénalités parce qu'ils vont nous courir après. Parce que nous, on va mettre de l'énergie, on va mettre tout le temps en mouvement. Et que finalement, c'est ça qui va faire que on va utiliser notre force. Quand ils disent souvent, on arrête de regarder l'adversaire. Parce que nous, on est souvent forcément à juger un petit peu quel est l'adversaire de l'équipe de Suisse. Eux, ils se regardent un petit peu le nombril maintenant. On a l'impression que c'est ça qu'ils disent. On se regarde nous d'abord
puis on verra ensuite. On réfléchit pas selon quel adversaire on affronte, on pense d'abord quelles sont nos qualités. Mais d'ailleurs, tu penses que la Russie, quand elle affronte la Suisse, elle se dit vraiment quelles sont les qualités de la Suisse? Non. Justement, mais c'est ça, la Suisse a peut-être aussi franchi ce palier psychologique de dire, ben voilà, nous, si on joue sur nos forces contre une petite nation, on va le gagner ce match. On doit le gagner. Je sais pas, mais on doit le gagner. Peu importe ce que fait l'adversaire, on va être meilleur. C'est exactement ce que fait une grosse nation contre une plus petite. Est-ce que la Suisse est devenue une grosse nation? J'irai pas jusque là. Par contre, elle fait des pas dans cette direction. Mais ça, c'est Copenhague. J'ai l'impression que c'est un des effets positifs de Copenhague. Stockholm, c'était encore trop frais. Mais c'était un accident, Stockholm. Voilà. On a senti qu'il y aurait pas de suite quasiment dès le début, et puis finalement il y avait pas de signe précurseur non plus. Enfin, on a senti, on espérait quand même. On s'est dit Oui, à Minsk qu'il y avait des attentes. Tu te dis, c'était quand même toujours Sean Simpson. Il y avait quand même des jeunes joueurs qui étaient là. Il y avait Fiala qui commençait. Mais il n'y avait pas le même projet. Alors on est d'accord. Là, on sent qu'il y a un projet parce qu'il a quand même résisté à des sacrées tempêtes, hein, Patrick Fischer. Je pense que si l'année passée il se plantait, il serait plus là. Probablement. Oui, Ça, après les Jeux Olympiques qui se sont mal passés, Copenhague, c'était la dernière chance. Voilà, 2016, ça s'était mal passé aussi, mais tu sens qu'il y avait, il y a le projet derrière de la fédération d'être au top en 2020, tandis qu'en 2013, tu regardes, il y avait pas vraiment une idée de projet. Ce groupe, tout d'un coup, ça a pris, ça a bien commencé, et puis tout s'est enchaîné. Mais c'est quand même pas mal je trouve qu'après 4 matchs, si vous devriez trouver un titre après 4 matchs, hein, on aurait pu craindre Schweizer Eishockey for WM Chaos, Panic beim Verband, hein. On aurait pu s'inquiéter si la Suisse perdait. Et puis finalement, ce week-end, on aura un titre comme Eishockey Fieber in Bratislava. Franchement, c'est pas mal. Exactement. Schweiz for Éclat im Brat, on est prêt. Après ce petit passage en allemand, on va recentrer le débat sur ce qu'on a aimé de cette équipe de Suisse. Marco, qu'est-ce que toi, après, on va dire cette première semaine de compétition, qu'est-ce qui te fait plaisir dans cette équipe? Si on prend les joueurs un petit peu individuellement, on doit tous presque leur tresser des louanges. Hein. Faut déjà le dire au début. Il y a pas de flop. Mais moi je trouve Kevin Fiala est probablement l'image de cette équipe de Suisse. Il est l'image pour plusieurs raisons. Il montre d'abord qu'on se bat maintenant pour venir en équipe de Suisse. Hein. Il a fait l'effort. Grégory, tu l'as expliqué dans un très bon papier qu'il a plus de contrat pour la saison prochaine. Donc il vient là. Ok, il vient là pour briller et puis avoir de la valeur. Mais il vient aussi parce qu'il est attaché à l'équipe de Suisse. Ça, c'est déjà quand même un sacré changement. On se rappelle que des années, la liste des absents elle était plus longue que la liste des valides au bout d'un moment. Donc voilà. Alors, il est là, mais il est surtout extrêmement présent dans le jeu, extrêmement efficace. Moi, je trouve que Fiala a progressé, il a épuré son jeu, il est toujours placé au bon endroit, et aussi pour être sur le banc, c'est cette position que j'ai souvent depuis 3 ans là pour la RTS. Dans son caractère, il est devenu beaucoup plus calme. Lorsqu'il revient s'asseoir, les années passées, on voyait un Fiala parfois qui s'énervait, qui criait, qui avait de la peine à se contenir. Là, son énergie, elle est concentrée sur le jeu. Il a pris du recul sur les choses pour être plus efficace. Et Fiala, c'est un peu le symbole de toute cette équipe qui a intégré qu'elle veut aller plus loin, qu'elle a d'autres objectifs, et donc il faut faire des efforts supplémentaires individuellement, et ça passe par ce travail, cette réussite. Non, Fiala, moi, ce serait mon coup de cœur depuis le début. Après, on peut mettre en avant, bien sûr qu'on peut mettre en avant Ischier. Trop facile. C'est trop. Non, mais Ischier, faut quand même. Il a 20 ans. Hein. Il a 20 ans. Il assume. Là, il assume vachement. Hein. Ouais, complètement. Moi, je trouve qu'il brille pas. Par contre, on peut pas dire que c'est les coups de génie, par ses coups de génie forcément. Le jeu n'est pas éclairé à chaque fois que Ischier est sur la glace, comme on peut le croire si on suit le hockey de loin parce qu'il joue en NHL. Mais il fait tout juste. Toujours. C'est vrai que c'est vraiment très impressionnant. Et la ligne avec Fiala et Praplan, elle est bonne. La question, toute la préparation, c'était ok, Ischier, Fiala, on les met ensemble. Qui va être le troisième sur cette ligne? Il y a eu Moser qui est venu à un moment, il y a eu Hoffman à un moment. Maintenant, c'est Praplan depuis le début du tournoi. Et Praplan, on se rappelle d'un joueur offensivement ultra doué à Cloton, mais il est capable de faire d'autres choses dans cette ligne. Il a déjà 5 passes décisives. Il bosse défensivement. C'est important parce qu'avec Ischier et Fiala, si tu veux pouvoir les mettre un peu plus en avant pour qu'ils puissent se concentrer un peu plus et économiser les jambes entre plein de guillemets parce qu'ils bossent derrière aussi, mais sans un troisième qui fait beaucoup de travail comme Vincent Praplan, c'est pas possible. Et moi, pour moi, j'en ai 2, mais Vincent Praplan, c'est un de mes coups de cœur parce que vraiment, je trouve qu'il fait un mondial, il fait tout juste durant ce mondial pour l'instant. Et l'autre, c'est Christophe Berchi sur l'adaptation.
ça part très mal pour lui quand même. Il y a un match où il est à 0 sur 9 aux engagements. J'ai parlé avec lui, c'était contre les Lettons. Et il y avait Bulgers, le Letton, qui est le meilleur aux engagements de tout le tournoi. Il a, je crois, 73% d'engagement. Ils l'ont tout le temps envoyé contre Berchi. J'ai l'impression ils les perdaient tous. Et je lui ai parlé, je dis, t'as eu une leçon d'1 heure avec un Letton pour apprendre à faire des engagements. Il fait, mais oui, en fait, j'apprends encore à le faire. On me donne des conseils. Il me dit, maintenant, j'ai appris à tricher. C'est ça, je vais faire un papier avec lui, justement, en fin de journée. Vous pouvez le lire sur le matin.ch normalement, où il m'explique qu'il commence à tricher. Il me dit, j'étais trop honnête. Quand l'arbitre, il allait lancer le puck, j'attendais, puis quand il avait lancé le puck, je faisais mon mouvement. Mais l'autre, il avait déjà fait le sien parce qu'il avait anticipé. Je le faisais jamais. Maintenant, je le fais. Donc maintenant, il gagne des engagements. Et c'est intéressant de voir la réflexion qu'il a dû mener pour progresser sur ce plan-là. Et accessoirement, défensivement, il est assez impressionnant, je trouve, Berchi. Parce qu'il est rapide. Sa vitesse, la vitesse qu'on lui connaît en zone offensive, finalement, il arrive à l'utiliser en zone défensive de manière intelligente à chaque fois. Il se replace juste quand les défenseurs montent. Il revient tout le temps à sa place. Il me disait aussi, en début de tournoi, il était trop heureux. Il dit, je sais que je suis le centre et donc du coup, je dois défendre, je dois prendre la place du défenseur et j'ose pas assez aller attaquer. Et maintenant, il commence à trouver une bonne balance et c'est intéressant de voir son développement, je trouve. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser aussi, j'ai posé la question à Berchi quand ça allait mieux aux engagements après un match un peu compliqué contre les Lettons. Il m'a dit, ouais, bon, il était honnête en disant, Ambul et Moser mettent beaucoup. Il me dit, je pense que Ambul m'a aidé à gratter 2 engagements, pour moi parce que il va un peu pousser l'autre joueur et puis ça fait que c'est la Suisse qui gagne le puck. Donc là, il est hyper honnête là-dessus et c'est vraiment positif. Pour moi, vous avez un peu déjà dit, alors il faut que je prenne quelqu'un d'autre pour pas que ça fasse un peu redondant. Donc Romagnosi, oulala, breaking news, il est bon, mais voilà aussi. On parlait de Dichier comme étant maintenant un des piliers alors qu'il a joué concrètement que 4 matchs de mondial dans sa carrière. Josi en a beaucoup plus puisqu'il en est assez, j'avoue comme ça de tête, je sais plus, mais il est là depuis 2009 en Suisse. Donc ça fait 10 ans maintenant qu'il est avec l'équipe de Suisse. Capitaine de Nashville, qu'est-ce qu'il est bon. Je trouve que chaque fois, en fait, quand il y a un défenseur, quand c'est lui qui reste puis qu'il y a une attaque à des fois une sorte de 2 contre 1 ou même un 1 contre 1, tu te dis non mais c'est bon. T'as jamais la trouille parce que c'est lui puis de toute façon, il va mettre la canne, il va le décaler sur le côté et puis je pense que l'attaquant quand il sait qu'il a Romagnosi en face, il se dit ouais bon je peux pas le passer comme ça, il est tellement sur ses patins, il est tellement il est gracieux, enfin je trouve il est beau à voir jouer. Et il est tellement important et efficace. Quand il met 2 coups de patin, il arrive à prendre 3 mètres à tout le monde dans la zone. Et moi, j'ai trouvé impressionnant aussi au niveau de la versatilité, on va dire, ou plutôt de la polyvalence défensive, parce qu'il a joué beaucoup avec Weber, il forme une bonne ligne. Weber, ouais. il fait bien le défenseur plutôt défensif, il le laisse monter, mais il joue avec Diaz maintenant depuis la blessure de Yanis Moser, ça se passe très bien, pourtant c'est 2 défenseurs qui pourraient avoir un peu le même genre de profil. Il a joué avec Leffel à un moment aussi quand Genadzi est passé en tribune, ça se passait très bien aussi. En fait, il arrive à s'adapter aux joueurs avec qui il est avec et vice versa bien sûr. Mais ça c'est assez impressionnant d'avoir des partenaires différents au cours des matchs et de match en match et que ça se remarque à peine. Et plus il joue, moi à mon avis, plus il joue là dans le tournoi, plus il a de minutes de jeu, meilleur il est. C'est juste. Il a vraiment besoin, Romagnosi a besoin de beaucoup de temps de glace, ça paraît bête de le dire, mais c'est aussi pour ça, je pense que, après, c'est parce qu'il y a peut-être également pas de défenseur disponible pour pallier à la blessure de Yanis Moser, mais la question s'est même pas posée de savoir si on allait rechercher un défenseur dans l'équipe de Suisse parce qu'ils savent que Josi, mais c'est pas le seul, peut jouer énormément. Diaz peut jouer aussi beaucoup, mais c'est vrai que c'est rien comparé à Josi. Josi, on sait qu'il peut absorber, 27 minutes sans aucun problème. Sans qu'on ait peur en se disant ouais mais il va être fatigué pour le prochain match. Et pourtant, c'est 2 fois des back-to-back, on en avait parlé avec Greg, mine de rien, même si on sait qu'ils ont l'habitude en NHL d'avoir un calendrier démentiel, c'est 4 matchs en 5 jours, finalement. Ça, c'est vraiment beaucoup, C'est assez solide. En plus, quand tu joues pour ton pays, on sait qu'il y a un peu cette fibre. Tu veux pas, il y a un peu plus d'émotion, c'est un peu plus énergivore, dans ce sens-là. C'est pas un match parmi tant d'autres à Dallas un mardi soir, quoi. Chaque match a une vraie importance. C'est pas un parmi 82. C'est plus le cœur qui parle aussi et c'est pas évident. Et là, maintenant, je me réjouis de le voir contre les Suédois, les Russes et les Tchèques parce qu'on sait que de toute façon, il sera au niveau, Lui, il y aura pas de problème.
mais il aura une sacrée concurrence en face, quoi. Ce sera Un autre que je me réjouis de voir, et on en parle, je pense pas assez. D'ailleurs, quand je l'ai pris à l'interview, la chef de presse m'a dit, ah bah c'est cool, il y a enfin quelqu'un qui le prend à l'interview. C'est Lucas Frick. Moi je trouve qu'il est excellent depuis le début de ce championnat du monde. Complètement. Il est sobre, il réussit tout ce qu'il entreprend. Il est presque trop discret dans son caractère, en fait, d'une certaine manière, hein, mais je crois que c'est sa personnalité, comme ça, mais coup de chapeau aussi à lui, quoi. C'est une des révélation, c'est faux, mais non, confirmation. Complètement. Et je trouve que dans le système de Patrick Fischer, il a un rôle qui est beaucoup plus intéressant, en fait, que ce qu'on le voit faire durant la saison régulière avec Lausanne. Avec Lausanne, il est un peu plus bridé, on va dire, que ce qu'il est là. Là, il peut plus aller vers l'avant. Il monte, il porte le puck. Ses premières passes, elles sont tout le temps bonnes. Il est assez impressionnant pour ça. Les passes en diagonale de la zone neutre sur l'autre ailier opposé, elles sont tout le temps parfaites. Et ça, il m'impressionne à ce niveau-là. Et moi, je trouve qu'il devrait être plus en valeur à Lausanne, et il l'est pas assez, je trouve. C'est un défenseur qui est à ce point, qui peut être à ce point bon, et à Lausanne, il passe presque pas inaperçu, parce que c'est un des bons défenseurs de Lausanne, mais moi je trouve qu'il est pas assez bien utilisé. Et puis, on va passer alors, après ce morceau sur les révélations, en tout cas, ce qu'on a aimé, un petit passage plus compliqué, parce que tu disais, Marco, avant, on va pas parler de flop, mais on va essayer de mettre ça un petit peu sous l'étiquette, déception. C'est peut-être même encore un grand mot, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui te semble... On peut pas parler de la pluie, hein. Non, parce que c'est un des seuls points noirs pour l'instant depuis le début du tournoi. Comparé à Copenhague l'année passée, ouais, ils ont mal fait les choses ici. Ça c'est un des points noirs, mais revenons au jeu. Moi, je pense que le power play, pour l'instant, même s'il y a eu des buts, on n'est pas encore très au clair avec notre jeu en power play. Que ça soit dans les deux lignes, il y a pas encore la fluidité. L'année passée, je sais plus combien il y a de buts marqués durant le tournoi, mais ça avait été une arme, hein, le power play, très clairement. Il y a des joueurs peut-être qui pourraient avoir un rôle. Moi, je me demande si, par exemple, quelqu'un comme Simon Moser ne devrait pas être intégré devant dans le but, ce power play devant le but. C'est presque du gâchis, je trouve, de ne pas le mettre. Après, vous me direz qu'il faut enlever. Hein, c'est une question difficile pour Patrick Fischer. Mais si pour gagner contre ces grandes nations, on devrait être plus fort en power play. Et jusqu'à maintenant, c'est un point où la Suisse n'a pas de certitude véritable, malgré ces buts qui sont tombés, mais face à des adversaires. C'est des cache-misères. Il y a 4 buts sur 19 tentatives en power play. 2 des 4, c'est les 3-0 et 4-0, sauf erreur, contre l'Autriche, qui tombent à la 56 et à la 57e. Alors, c'est des buts, hein, on est d'accord. Mais quand t'as un power play à la 56e et que tu mènes 2-0, l'adversaire, il va avoir une boîte qui est quand même différente, parce qu'il lui reste 4 minutes pour marquer 2 buts. Donc, ils vont être un peu plus agressifs. Ils vont jouer un box-play différent. Donc, je pense que c'est plus ça nous enjolive une statistique de manière un poil artificielle, ces buts-là. Par contre, où t'as raison, c'est que l'année passée, c'était 33% la statistique, en sur l'ensemble du tournoi. Sur l'ensemble du tournoi. Ouais. C'était 33 périodes de supériorité numérique et 11 buts. Ça, c'est bien. Et c'était énorme. C'est vraiment énorme. Donc ça, c'est quelque chose, si t'arrives à ce niveau d'excellence-là, maintenant, contre les grosses équipes, ça devrait faire la différence. Pour l'instant, le powerplay est pas terrible, c'est vrai. Mais il tourne beaucoup en périphérie. On a l'impression que Simon Moser, pourquoi nous on se dit que ça pourrait être une arme ou quelque chose d'intéressant sur le powerplay, c'est qu'il va venir dans le slot, il va venir déranger le gardien, il va venir lui masquer la vue. On sait avec Berne de quoi il est capable. Puis là, on a l'impression que ça travaille beaucoup en périphérie. Les passes arrivent en général assez bien parce que on a des joueurs qui sont techniques, mais ça manque un peu de prise de décision, d'essai. Et puis forcément, un gardien qui a pas la vue voilée, au niveau international, c'est moins compliqué pour lui, quoi. Je vous pose la question, si vous faites rentrer Kourachev, vous faites rentrer Moser, je me suis trahi par rapport à mon avis, mais et encore, vous faites sortir qui? Parce que ce rôle-là, c'est Kourachev dans une ligne, c'est Ambul dans l'autre. Ambul est excellent sur le début du tournoi. Je pense que c'est pas là le problème. Donc c'est Kourachev le gars à sortir des powerplay. Ouais. À mon avis, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas contre lui. C'est plus une question tactique. Totalement. Et ils ont quand même pas la même envergure, la même façon d'évoluer. Autant Kourachev, je pense que ce rôle-là devant le but, autant Kourachev est un excellent joueur, talentueux, prometteur, il demande aussi un peu de bouteille.
C'est juste. Il faut que voilà, on ait il faut que le CV soit épaissi un petit peu. Et puis ça, Simon Moser, il en bénéficie. Ouais, puis CV épaissi et puis aussi expérience finalement de savoir un petit peu. Greg parle d'Ambul, qui est pas le type le plus grand ou le plus costaud. Ouais. Hein, c'est plutôt un joueur assez trapu, mais il a tellement d'expérience qu'il va savoir où se placer juste pour embêter, puis les lignes de passe de ses coéquipiers, ça va être bien. Et peut-être que Kourachev, simplement il lui faut 100, 200, 300 matchs de plus dans les jambes. C'est normal. Mais complètement. Mais en même temps, effectivement, le powerplay, c'est un chantier. Mais pour l'instant, depuis l'arrivée à Bratislava, ce chantier-là, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour le travailler. A fortiori depuis 5 jours avec 4 matchs. Là, c'est la régénération et c'est ces 2 jours-là qui vont être très intéressants. Parce qu'Andrigetto a changé le deuxième powerplay depuis son arrivée. Et là aussi, il a fallu intégrer un nouvel élément dans quelque chose qui était déjà un petit peu bancal auparavant. Et donc, ça prend du temps pour solidifier tout ça. Et maintenant, il y a 2 jours à mettre à profit. Et je serais pas surpris que samedi, les alignements soient un petit peu différents. L'idée, c'était de retrouver avec Andrigetto la connexion d'il y a 12 mois, Diaz, Hoffman, Andrigetto, qui avait très très bien marché à Copenhague, si ma mémoire est bonne. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu les automatismes. Ces automatismes, exactement, entre les trois. Et dans l'autre ligne, il y a Marchini aussi, qui est un pur spécialiste de powerplay, qui a un shoot dévastateur. Là, chaque fois, j'ai l'impression que son shoot, il part pas. Ouais. C'est étonnant de voir un joueur comme ça, qui a une telle qualité de shoot, de le voir tellement souvent voiler le shoot. Il part pas de manière aussi précise et forte qu'avec Zug. Mais là aussi, je m'inquiète pas trop pour un joueur comme ça, parce qu'il a ses positions de shoot. Le système a l'air de bien fonctionner pour le mettre en lumière. Faudra juste que les shoots partent aussi, le concernant. Marchini, que j'ai critiqué au début, moi je comprenais pas trop de base l'intégration dans cette équipe. Il m'a donné tort sur ces 4 prochains matchs. Je l'attends quand même sur les matchs contre des équipes plus fortes, parce que c'est bien d'être bon contre la Norvège, c'est bien d'être bon contre l'Italie. Maintenant, ce tir en plus sur ce powerplay là, ça va être plus compliqué de se mettre encore en valeur. Pour lui, je pense que les tests au niveau international, c'est vraiment maintenant. Je lui ai parlé après 2 ou 3 matchs pour voir comment justement lui vivait ça, les critiques sur son jeu finalement qui est caractérisé de pas assez physique pour le niveau international. Puis il dit, mais moi je me sens vraiment beaucoup plus robuste qu'auparavant, et ça se voit, moi je trouve. Et en powerplay, pour se mettre en lumière, ça demande aussi d'avoir des joueurs autour qui font venir le puck au bon endroit, parce que lui finalement son rôle dans son cercle, dans le cercle d'engagement sur la droite du gardien, c'est d'attendre un petit peu quand même le puck. Il va pas devoir aller gratter devant la bande, devant le but, même contre la Suède, même contre la Russie. Ça va aussi dépendre du jeu autour de lui, comment il va se développer. Lui, il est toujours prêt pour shooter, je pense. Comme on a autant des questions, j'en ai une pour vous. Qui est le gardien numéro 1 de l'équipe de Suisse? Très juste. Mine de rien, on aurait pu penser que Giannoni était pas l'intouchable, mais il est champion en titre. C'est lui qui était le gardien titulaire à Copenhague. Mais franchement, Reto Berra, sur ses 2 premiers matchs, on peut pas dire que Giannoni est mauvais, hein, il a encaissé que 2 buts, mais Berra est vraiment, vraiment très, très solide. Alors après, peut-être que vous me direz, ouais, mais là, t'es gentil, mais la concurrence, c'était peut-être un petit peu plus compliqué de jouer les matchs de Giannoni, mais... Justement, pour moi, c'est la réponse. C'est Giannoni, le numéro 1 de Patrick Fischer. À mon avis, hein, je lui ai pas posé la question, mais pour la simple et bonne raison qu'il l'a mis devant le filet contre la Lettonie, qui était le match qui était le match le plus compliqué de ces 4 premiers, et c'était Giannoni dans le filet ce soir-là. Puis il a fait un bon job. Ça n'enlève rien au très bon travail de Reto Berra, mais je pense que s'il y a un quart de finale, il devrait y avoir un quart de finale. Si rien ne se passe de drastique d'ici là, je pense que ce sera Giannoni devant le filet. Pour moi, c'est aussi Giannoni le numéro 1. Ce que tu expliques comme argument, c'est tout à fait juste. En revanche, je pense que il y a plus de questions qui peuvent rapidement se poser maintenant qu'avant le début du tournoi, quand même. Parce que si ce week-end, Giannoni devait être moins dominant, et ils vont jouer, chacun va jouer un match, ça paraît assez évident, et que Berra devait être meilleur, je suis pas sûr que la hiérarchie est totalement définitive. Elle l'est à l'heure actuelle, elle l'était avant le début du championnat du monde, mais l'impression des 4 matchs, Berra a laissé une petite impression plus positive que Giannoni, à mon sens. Ouais, je suis d'accord. Il a été
Mais c'est une sensation. Ouais, hein, oui, ça repose sur il a pas été grand très chose. propre. Mais cette sensation, elle sort aussi d'un 9-0 contre l'Italie. L'Italie qui a toujours pas marqué un but. Donc on mettait Marc-André Berset devant le filet, on gagnait peut-être 9-1. Mais dans le premier tiers, il fait 3 arrêts. Je suis quand même d'accord, ouais. importants Tout à que fait. moi je n'aurais pas fait. Alors 9-3. Non, puis on se souvient aussi qu'en 2013 à Stockholm, il y avait eu Martin Gerber et puis c'était Reto Berra déjà à l'époque. Hein. C'était Reto Berra, oui. Donc on savait pas trop, puis il avait fait, Simpson avait fait l'alternance quasiment jusqu'au bout, et puis en finale ça s'était un petit peu moins bien passé. L'année passée à Copenhague, c'était Giannoni qui était qui avait pris le leadership. Mais Berra n'empêche qu'il fait partie de ces deux épopées, donc il est vraiment là. Si tout d'un coup ça venait à mal se passer pour Giannoni durant le week-end ou durant les 2 des 3 prochains matchs, admettons, Patrick Fischer il se dit moi j'ai quand même toujours Reto Berra derrière, donc Mais Giannoni a ce bonus qu'on dit toujours, il sait comment on gagne des titres. tout à fait. Et ça, dans un coin de la tête, ça reste, je pense, chez un entraîneur. Accessoirement, c'est un détail, j'imagine, mais la présence de Robert Mayer sur le banc, pour chaque fois donner un vrai jour de congé aux gardiens qui ne jouent pas, donc ça a été tour à tour Berra et Giannoni depuis le début du tournoi, c'est assez intéressant comme gestion. Parce qu'on se posait la question de pourquoi Mayer vient, parce qu'en général, le troisième, c'est celui qui va en tribune faire les statistiques, et puis il est déjà bien content d'être là. Bah, cette année, il a une autre approche apparemment Fischer en donnant quelques responsabilités. Alors c'est d'être deuxième gardien certes, mais il inclut quand même ce troisième gardien dans l'équipe un peu plus en le mettant sur le banc, en le faisant il s'échauffe, il fait partie de l'équipe sur ces matchs-là. Et je trouve assez intéressant comme façon de faire. Ah mais non, tout à fait. Il me semble qu'il y a juste au premier match où il n'était pas sur le banc, c'est correct? Exactement. Voilà. Mais évidemment, oui. Et moi, j'ai discuté un petit peu avec Robert Mayer, et lui me disait, il est pas là du tout pour faire de la figuration. Il dit, moi, je sais que je pense que Patrick Fischer l'a averti clairement en amont. Tu seras sur le banc lorsque j'alterne. Et il m'a dit, moi, j'espère jouer des minutes. Il peut se passer n'importe quoi. Donc, c'est pas un gardien qui est venu là pour accompagner le groupe et puis vivre l'expérience. C'est son 3e championnat du monde, je crois. Oui. Donc ça, c'est bon, il a fait le tour de ce genre de choses. Justement, et c'est intéressant. Je disais avant le tournoi que je serais pas surpris que contre la République tchèque, si tout s'est bien passé durant le tournoi, il envoie Robert Mayer contre son pays entre plein de guillemets, mais il a quand même il a les deux passeports. Pourquoi pas? Ça tient toujours en tout cas cette idée-là à mon avis. Et puis ça te permet de cimenter ton groupe, c'est vrai. Ça c'est vraiment super positif, plutôt que d'avoir quelqu'un qui visite quoi, en gros. Là au moins tu sais que, puis franchement le deuxième gardien, si tout d'un coup il y a une blessure, tu te dis pas, faut pas avoir la trouille au ventre, faut se dire c'est bon, on s'en fiche, on a Robert, c'est bon, il va pouvoir faire le job. Peut-être qu'il a vu la météo, puis il s'est dit on peut pas l'envoyer visiter, donc faut l'inclure d'une manière ou d'une autre dans le groupe, quoi, parce que là, vu ce qui nous tombe sur la tronche depuis une semaine. Même la fan zone est fermée certaines fois, vous qui aimez y aller, avec la mascotte. On va finir ce 4e épisode de Cold Facts depuis Bratislava avec nos pronostics. Marco, comment tu vois la suite du tournoi, donc les 3 prochains matchs pour l'équipe de Suisse, et puis si on fait un peu plus large, quelle place tu vois la Suisse en fait? C'est l'heure de vérité maintenant contre die Titaner. Moi, je pense que la Suisse va réussir son week-end. Elle va battre la Suède. Elle va emmener la Russie au-delà du temps réglementaire. Elle va battre la République tchèque également. Elle finira 2e de son groupe. Et donc, elle va rester à Bratislava. La météo changera. Le soleil arrivera. Et du coup, l'adversaire de la Suisse aura peur. Et l'équipe de Suisse va se qualifier pour les demi-finales. Et après, c'est difficile à se projeter plus loin. Ouais, moi je suis moins optimiste que toi contre la Suède notamment, et je pense que la Suisse va finir 3e de son groupe en perdant les 2 matchs réglementaires contre les Russes et les Suédois. Par contre, les Tchèques, ils font un très très gros match contre les Russes, mais à part ça, j'ai pas été emballé par cette équipe tchèque depuis le début du tournoi. Donc je vois bien la Suisse finir 3e avec un poil de chance. L'Allemagne qui a bien commencé de l'autre côté poursuit et termine 2e de son groupe, et puis t'as un bon quart de finale à aller jouer à Košice. Ouais, je suis assez d'accord avec Greg sur le coup. Ça va être quand même dur de battre les Russes. Même si on sait que de temps en temps ils peuvent lâcher un peu le truc parce qu'ils sont trop confiants puis qu'ils ont envie de
de jouer, mais là, il faudra quand même l'adversaire le plus abordable. C'est vrai que je dirais que c'est la République tchèque, mais ce serait quand même sympa de battre la Suède une fois pour peut-être qu'ils auront ce sentiment de revanche du match contre de la finale de l'an passé. Peut-être que Kevin Fialas dira qu'il a envie vraiment ce coup-ci de marquer, non, il pas a de trouver envie. les jambières. Non mais hein, pas de l'envie, mais effectivement, il lèvera son puck puis elle passera au-dessus de la jambière du gardien. Puis la Suisse gagnera. Mais maintenant, effectivement, quart de finale, c'est un peu l'objectif normal. Hein, et Les après, joueurs, eux, ils disent que les quarts de finale, c'est plus l'objectif. pour eux, ouais, exactement. Quand on parle un peu en off avec, ils disent non, mais nous, on s'arrête plus au quart de finale. On va aller plus loin. Ça, c'est bien. Mais bien sûr, puis en Mais plus, ils peuvent pas le dire officiellement, ce qui est normal. sur un match, en plus, on sait que ce soit contre le Canada, les États-Unis, la Finlande, dans l'autre groupe, ou même l'Allemagne, comme disait Greg, de toute façon, on se dit que c'est possible sur un match. Il y a aucun problème. Bah, on l'a vu l'année passée, hein. On rappelle quand même que le quart de finale contre la Finlande, ça c'était l'histoire d'un match finalement, parce que la Suisse doit pas forcément le gagner ce match contre la Finlande. Le Canada en demi, c'est l'histoire d'un match qui s'est bien déroulé aussi. Tu sais jamais comment ça peut tourner. Après, moi, je préférerais jouer l'Allemagne quand même, à choix. On arrive au terme de ce 4e épisode depuis Bratislava. Merci Marc-André d'être venu à notre micro. C'est toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis bravo encore à Colfax pour l'évolution. Ça a commencé il y a une année, et puis ça continue. Puis ça va encore aller plus haut. Bah, on espère. Merci en tout cas. Vous pouvez toujours nous écouter sur les différents réseaux sociaux. On est également disponible sur YouTube si ça vous plaît. Moi, j'écoute effectivement des podcasts par ce biais-là au bureau de temps en temps. Donc, c'est jamais perdu. Sinon, partout, Spotify, iTunes, etc. Puis vous pouvez me poser toutes vos questions sur Instagram, sur Twitter, Facebook, etc. On est là partout. Et on peut rajouter que demain, on peut voir le Media Day de l'équipe de Suisse sur RTS Sport. Vous manquerez pas ça, c'est à 15h15. En direct. En direct sur rtsport.ch avec des interviews de joueurs de l'équipe de Suisse et peut-être de Patrick Fischer si ça se trouve. C'est prévu, c'est à confirmer encore. Donc voilà, sur rtsport.ch. En attendant, profitez bien de ce mondial. Salut! Salut! Ciao, ciao! Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 4e épisode de Cold Facts à Bratislava, un épisode un petit peu spécial puisqu'on a un invité de marque en la personne de Marc-André Berset de la RTS qui nous avait déjà fait l'amitié de venir et d'être un petit peu le parrain de Cold Facts l'année passée à Copenhague. Avec lui, on va faire le bilan de l'équipe de Suisse, 4 matchs, 4 victoires, tout se passe bien. Alors, est-ce qu'il y a des satisfactions? Quelles sont ces satisfactions? Et puis, est-ce qu'il y a des déceptions? Lesquelles pourraient être? On vous dit tout et puis on finit par nos pronostics pour la suite de ce tournoi.